Et salut les légionnaires, ça fait un moment que j'avais pas pris la parole pour vous parler d'un film ou d'une série. Et c'est plutôt sur la page Facebook et Instagram que je me prête à ce genre d'exercice d'habitude, mais pour marquer le coup, cette fois-ci, la critique sera aussi disponible en vidéo sur la chaîne. Enfin, vous l'avez déjà remarqué du coup, puisque vous êtes là. Alors de quoi qu'on va parler aujourd'hui ? Eh ben on repart pour un voyage dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour s'attarder sur la dernière série en date de l'univers Star Wars, j'ai nommé Andor saison 2. Je dois avouer que je suis assez surpris par le silence quasi total des médias autour de sa deuxième saison, en dehors des chaînes et des sites ultra spécialisés, je veux dire. Peu de reviews, pas de battage promotionnel, pas de relayage sur les réseaux, alors qu'on est objectivement face à un des projets les plus aboutis de la licence Star Wars. Et c'est justement pour ça que j'avais envie de prendre un peu de temps pour partager mon avis sur cette fin de série, qui selon moi s'inscrit parmi les meilleurs contenus jamais produits sous la bannière Star Wars, et je compte dedans la trilogie originale et la prélogie. Je tiens d'ailleurs à noter que Rogue One fait partie de mes films préférés, donc du coup, la pomme elle tombe pas très loin de l'arbre. Bon, pour ceux qui connaissent pas encore la série, Andor c'est une production en 2 saisons de 8 et 12 épisodes respectivement créée par Tony Gilroy. Oui, le même Tony Gilroy qui avait déjà supervisé la post-production de Rogue One. La série se concentre sur le personnage de Cassian Andor, incarné par Diego Luna, qu'on avait déjà rencontré dans ce même film. Mais au lieu de tomber dans les travers d'un spin-off dopé au fanservice, où les aventures vides de scénarios habituels sont comblées à coups de sabre laser, de bestioles mignonnes et d'armures en plastique, Andor prend le contre-pied total de ce qu'on attend généralement d'une série Star Wars. C'est un thriller d'espionnage sombre, un drame politique tendu, à la mise en scène incroyablement sobre et puissante, avec une qualité d'écriture bien au-dessus des standards de la franchise, et de loin. Cette deuxième saison reprend l'histoire un an après les événements de Ferrix. On y retrouve Andor, Brasso, Bix et Wilmon exilés sur le monde agricole de Minaro. Comme nous le savons déjà, Cassian a rejoint la cellule de Luten Rel à la fin de la saison 1, et il effectue désormais des missions pour le compte de la Rébellion, dans une lutte souterraine contre l'Empire. Et dès les premiers épisodes, on retrouve aussi Mon Mothma, Cyril Karn et Dedra Meero, ainsi que plusieurs autres personnages secondaires déjà installés en saison 1. Mais il y a aussi des nouveaux, avec chacun son propre arc narratif, dans une structure chorale plutôt bien huilée, quoique parfois un peu saccadée, avec des cuts assez violents par moments, et des passages brutaux d'un point de vue à un autre. Comme pour la saison 1, la saison 2 adopte un format en actes de 3 épisodes chacun. Par contre, ici, chaque triptyque représente un saut temporel d'1 an. Sauf que ces ellipses, elles sont pas là pour la narration à la base. En fait, elle reflète une restructuration imposée par la réduction du nombre de saisons initialement prévues. Il était question à l'origine de 5 saisons, mais les problèmes logistiques et le manque de motivation, aussi bien des acteurs que du studio, en ont décidé autrement. Et cette condensation, ça a obligé l'équipe à faire des choix drastiques en termes de narration, même si au final, c'est pas plus mal. En fait, si l'ambiance globale est toujours assez lourde et verbeuse, à l'écran le rythme est bien plus dense, bien mieux calibré que dans la première saison, qui, soyons honnêtes, pêchait par sa lenteur et son rythme, alors qu'ici, on a plus l'impression de regarder 4 films d'une quadrilogie plutôt qu'une série. Et dès le premier arc, la différence est flagrante. Fini les tunnels de déconnexion cérébrale vides de sens, les scènes de 2 minutes pour montrer un voyage d'un point A à un point B sans intérêt narratif, ou les focus inutilement longs sur des actions mieux inutiles à l'intrigue et au pire carrément rébarbatives. Ici, tout sert l'intrigue ou le style, le moindre plan a un objectif, que ce soit accentuer le doute via une pause dans le dialogue, mettre en valeur un détail important dans le décor, ou simplement produire un effet de style pour accentuer le propos ou transmettre un sous-texte. On est loin de ce besoin maladif de remplir du vide pour gagner du temps et cacher le fait qu'on sait pas ce qu'on raconte. Un besoin qu'on nous sert d'ailleurs à toutes les sauces, aussi bien dans Star Wars que dans d'autres séries Disney, et bien trop souvent à mon goût, ce qui accentue le côté marginal de cette production. Sans entrer dans le détail, histoire d'éviter le spoil inutile, concentrons-nous justement sur ce que nous raconte cette saison finale d'Andor. La première partie se concentre sur une mission d'Andor impliquant le vol d'un prototype de TIE Fighter, mission qui tourne mal et s'achève par un crash sur une planète jungle. Franchement, ce segment c'est sans doute le plus faible de la saison, le scénario me paraît plus poussif et les antagonistes un peu caricaturaux, en décalage avec le ton sérieux et sombre de la série. Et en parallèle, on suit Bix, Brasso et Wilmon qui font face à un recensement impérial sur Minaro. Et c'est une situation tendue, vu qu'on connaît leur statut de fugitif et qu'on nous rappelle bien ici le massacre de Ferrix et le statut criminel de ses habitants. De son côté, Mon Mothma gère les conséquences de son arrangement politique initié en saison 1. Vous savez, la classique, marier sa fille à un riche entrepreneur pour gagner des sous et les filer à la rébellion. Non, sérieux, c'est ultra glauque. Et ça montre bien jusqu'à quelles extrémités sont capables d'aller certains personnages, même ceux aussi foncièrement bons que Mon Mothma. Sauf que du coup, ça fait pas trop Star Wars, on perd le côté manichéen, les gentils ils font des trucs de gentils et les méchants ils font des trucs de méchants. Non, là c'est la vraie vie, parfois pour faire le bien, il faut se salir les mains. Et après on se bourre la gueule pour oublier. Ensuite on suit Cyril et Dedra qui, surprise, en tout cas moi ça m'a surpris, sont désormais fiancés et vivent à Coruscant dans une relation aussi tendue que dysfonctionnelle. En tout cas aussi dysfonctionnelle que celle que Cyril entretient avec sa mère, ce qui apporte une couche inattendue de malaise psychologique dans un quotidien qui se veut normal, mais qui colle très peu avec leur image d'antagoniste. En finalité, l'ensemble de la première partie fait avant tout office de remise à plat de la situation globale.
En fait, elle sert grosso modo de nouvelle situation initiale, situation qui va rapidement dégénérer jusqu'à s'écrouler ou s'envenimer en fin de partie pour la plupart des personnages. Et le deuxième acte débute alors sur la planète Gorman, bien connue des amateurs de l'univers étendu. J'ai d'ailleurs d'abord pensé à une refonte du tristement célèbre massacre de la piste d'atterrissage, mais c'est pas le cas, l'histoire ici est inédite. Bien que le passé mouvementé des Gorman, avec le pare-choc du vaisseau de Tarkin, serve ici de toile de fond pour justifier en partie le ressentiment latent de la population envers l'Empire, encore accentué par des mesures coercitives et malhonnêtes en vue d'exploiter les ressources minières de la planète. En même temps, pourquoi se priver ? L'ambiance de cette partie se teinte donc d'une esthétique très film noir, avec une résistance locale affrontant l'occupant impérial, dans un style très inspiré des récits de Seconde Guerre mondiale. Petit clin d'œil amusant à ce propos, les Gorman sont interprétés par des acteurs français, et la langue Gorman a un petit accent oui baguette à l'appui, comme c'était d'ailleurs déjà le cas pour les Twi'lek dans Clone Wars. On enchaîne directement avec le troisième acte, qui continue sur les répercussions des événements de Gorman. On y voit les conséquences des manigances et des manipulations impériales, aboutissant avec un second massacre, suivi même d'un véritable génocide en fait, quoique montré hors champ. C'est clairement la partie la plus chargée politiquement, elle traite sans détour de manipulation des médias, de déresponsabilisation politique, de l'opinion publique malléable et des dérives des régimes autoritaires. Et ce message, il est transmis de manière assez brutale dans sa mise en scène. D'ailleurs, c'est pas sans rappeler les excès qu'il y a eu pendant la crise des Gilets jaunes, et ceux qui ont déjà été dans une manifestation ont certainement eu une crise d'angoisse durant la scène principale de cette partie. En même temps, on a rarement vu une NAS aussi bien exécutée, la Bravem peut se rhabiller. À part ça, c'est également un moment particulier dans l'univers canon de Star Wars, car on nous présente dans la fin de cette partie l'amorce de ce qui va devenir l'Alliance Rebelle. Bon, pour ce que j'en ai à foutre, parce que pour moi, le pouvoir de la Force reste mon canon personnel. Mais je dois reconnaître que c'est pas mal, et surtout le discours magistral de Mon Mothma au Sénat, qui n'est pas sans rappeler celui qu'elle tiendra chronologiquement quelques jours plus tard dans la série Rebelle. Enfin, de manière plus anecdotique, c'est aussi la première apparition de K2SO, le droïde KX qui sert de sidekick à Andor dans Rogue One. Et on en vient à la dernière partie, qui est certainement la plus sombre, marquant la fin de plusieurs arcs narratifs. Si vous avez déjà vu Rogue One, vous savez déjà où tout cela mène. Et ce savoir donne une amertume supplémentaire à chaque scène et à chaque dialogue, en particulier celles et ceux impliquant Andor. C'est particulièrement vrai dans le dernier épisode, qui est vraiment marquant dans sa mise en scène, dans ses choix et dans ses non-dits, surtout quand on sait, en ayant déjà vu Rogue One, que quelques heures plus tard, Andor connaîtra une fin tragique sur Scarif. Mais pour moi, c'est pas le point le plus marquant. En fait, c'est surtout le moment où Luten Rael est pleinement mis en lumière. On y découvre enfin ses motivations profondes, sa relation complexe avec Leia et l'idéologie extrême qui le pousse à sacrifier tout ce qu'il est et les autres pour la cause. D'ailleurs, à mon sens, on peut presque dire que cette dernière partie, c'est littéralement celle de ces deux personnages. Et en quelque sorte, une forme de chant du cygne, aussi bien pour la série, mais j'y reviendrai plus tard, que pour celui qui finalement a été son véritable personnage principal, ou à minima son moteur. En fait, on voit à travers lui et Leia comment, même au sein d'un groupe œuvrant pour un même but, les dissensions et les batailles d'ego peuvent plomber l'effort global. Et on notera d'ailleurs à ce sujet, comme pour marquer la thématique, une petite altercation verbale entre Mothma et Saw Gerrera. Un genre d'altercation qu'on a déjà vu entre eux dans la série animée d'ailleurs, marquant bien la dichotomie entre les partisans et l'Alliance Rebelle. Mais cette critique des conflits internes n'est pas que le cas de la rébellion, et elle se fait également le miroir de ceux de l'Empire. Et la série nous montre avec quelle promptitude l'Empire s'empresse d'éliminer ses propres éléments, dès lors qu'ils s'avèrent déficients ou trop en dehors des clous. Et ça, même quand ils sont totalement loyaux. En fait, ça montre surtout que dans un régime autoritaire, la notion de compétence ou de loyauté n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que décide le pouvoir, et au final, qu'on soit allié ou ennemi, on finit toujours par payer. J'aime beaucoup à ce sujet la scène de conclusion avec le superviseur général Pataraz. En particulier quand il écoute l'enregistrement du discours de Marva pendant la sécession de Ferrix, et les doutes que ça occasionne en lui. Le reste de la scène est d'ailleurs assez fort, et il rappelle par beaucoup d'aspects les derniers instants d'Adolf Hitler. La scène est assez sobre avec très peu de dialogue, uniquement des sous-entendus, et un hors-champ sonore très bien monté. En tout cas, c'est une de mes scènes préférées. Bon, on a fini la présentation générale, du coup on va passer au côté technique. Et techniquement, la saison est d'une maîtrise exceptionnelle. La musique est géniale, lourde, pesante et très anxiogène, mais avec des touches d'épique très bien dosées à des moments clés qui les rendent encore plus marquants. Et côté visuel, il y a tellement d'éléments de mise en scène et de cadrage exceptionnels que je vais même pas tenter de les lister. En fait, j'en ai déjà décrit quelques-uns dans la partie sur la narration, mais littéralement chaque plan raconte quelque chose en sous-texte, en plus de ce que vous nous contez l'histoire, sans même parler des dizaines de clins d'œil aux fans. Et que dire des effets visuels, ils sont également au top, même meilleurs que dans certains films modernes. On sent bien que Gilroy a dépensé sans compter sur les décors et dans l'habillage global. En fait, c'est simple, dans cette série on voyage, vraiment. Chandrila, Minaro, Coruscant, Gorman, Naboo et j'en passe. Je m'attarde d'ailleurs un peu sur Coruscant, car même si certains endroits reviennent régulièrement, comme le magasin de Luten ou la planque d'Andorre, Gilroy parvient tout de même à nous donner l'impression que la ville va plus loin que ses points de repère narratifs.
On y voit une supérette, un parc, un bar, un hôtel, un quartier résidentiel, un spatioport ou même un hôpital. Et plein de figurants, des tonnes de costumes ou d'accessoires, et même le luxe de revoir enfin quelques noms humains qui manquaient beaucoup dans la saison 1. On notera également plein de références à la diégèse de Star Wars en tant qu'univers étendu. Des adresses, des personnalités publiques, des lois, des codes sociaux, des signes culturels ou même des entreprises connues, du genre Cienar par exemple. Excusez du peu. Non, 2 secondes, sérieusement, petite anecdote. Quand j'ai vu passer Cienar à l'écran, moi je me suis tout de suite dit « Oh putain, c'est trop cool !» Et ensuite j'ai vu un truc qui ressemblait à un TIE Interceptor, et là je me suis dit « Eh, mais peut-être que je vais voir Soontirfell, c'est un de mes persos préférés, je vais être trop content !» Bon, au final il était pas là, mais j'étais quand même trop content. Et c'est ça que ça fait Andorre à un fan. Et je parle pas de quelqu'un qui aime Star Wars, je parle de quelqu'un qui connaît bien l'univers de Star Wars. Et cet effet, ça marche que quand tout est cohérent avec l'œuvre globale. On est loin de la bouillie autoréférente visuellement qu'est la postlogie, ou de cette manie de vouloir toujours créer des nouvelles races, des nouveaux vaisseaux ou des nouveaux codes, sans jamais tenir compte de ceux qui sont déjà établis. Gilroy, au moins, a le bon goût d'intégrer des originalités sans détruire ni altérer les anciennes. Et quand il le fait par mégarde, on lui pardonne, parce qu'on sent bien qu'il y a un effort considérable qui a été fourni pour respecter la cohérence de l'œuvre. Et franchement, c'est cet effort-là que j'appelle le vrai fanservice. Pas juste foutre un sabre laser par-ci, une apparition d'un personnage connu par-là, ou un name-dropping mal intégré à la narration. Mais juste toutes ces petites attentions aux détails qui montrent que l'auteur aime autant Star Wars que les fans. Pourtant, malgré toutes ces qualités, Andorre reste une anomalie dans le paysage Star Wars. Une espèce d'ovni mal aimé par son propre studio, peu promu sur les réseaux et hélas probablement sans héritage. Ça fait mal à dire, mais on reverra sans doute plus jamais une telle ambition, ni une telle intégrité artistique dans une production estampillée Lucasfilm. Franchement, elle me semble condamnée à devenir un témoin silencieux de ce qu'aurait pu être cette saga, si elle avait été traitée avec respect, avec une vraie ambition artistique. Le chant du cygne d'un univers qu'on aimait pour ce qu'il racontait, pas pour ce qu'il vendait. Allez, à plus les légionnaires, et que la force soit avec vous.